Épisode 14, action! J'ai la trentaine passée, bien passée, hein. Et il y a encore quelques années, j'ignorais totalement le principe de l'assurance vie. Pire! Je croyais que l'assurance vie était en fait une assurance décès. Du coup, pour moi, l'assurance vie, c'était un truc de vieux. Alors, l'assurance vie est-elle has-been? Je vous propose de le découvrir ensemble dans cette vidéo. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. En plus des vidéos que je publie une fois par semaine sur YouTube, je publie également du contenu sur Instagram, Twitter et Facebook. Alors, entre deux épisodes, si vous cherchez à me contacter, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo parlons-fric. Et bien entendu, via le hashtag parlonsfric. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je partage mes expériences et mes connaissances d'investisseurs particuliers. Ce contenu est mis à votre disposition gratuitement à des fins récréatives et éducatives uniquement. Comme beaucoup d'autres, j'avais souvent une mauvaise image des banques, des banquiers. Ça n'a pas changé. Et je m'intéressais pas trop aux produits financiers. Ça a changé. En fait, c'est à cause d'une mésaventure que j'ai commencé à m'intéresser à l'optimisation fiscale. Et en fait, il s'avère que l'assurance vie est sans aucun doute la niche fiscale la plus populaire auprès des Français. J'ai donc commencé à me renseigner, et quelle ne fut pas ma surprise, comme je le disais dans le pitch, en découvrant que finalement l'assurance vie et l'assurance décès étaient deux systèmes différents. D'un côté, nous avons donc l'assurance décès qui vise à construire un capital et à verser éventuellement une rente à destination des héritiers. Et de l'autre côté, l'assurance vie, qui, elle, va plutôt viser le bénéficiaire pour lui créer un patrimoine ou lui verser une rente. Du coup, voyons ensemble qu'est-ce qu'une assurance vie, quels sont les supports utilisés pour faire fructifier l'épargne, quelle fiscalité est applicable, quels sont les différents frais, et enfin, jetons un œil aux offres que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Définition, un peu d'histoire. On trouve les premiers principes d'association de fonds communs en Italie au XVIIe siècle. C'est too much, hein? Pour passer rapidement à l'aspect historique, sachez que le premier code régissant les assurances vie date de 1938. Il vise à mettre par écrit un certain nombre de règles visant à améliorer la visibilité de l'épargnant sur le contrat proposé. Mais en fait, il faut attendre les années 80 pour que l'image de l'assurance vie soit bien meilleure. Ils ont créé un service marketing. C'est à partir de ce moment-là que les banques essayent de simplifier les règles, d'être plus ou moins transparents sur les frais. Et surtout, les banques vont mettre en avant le rendement du fonds euro qui va atteindre jusqu'à 6% annuel net d'inflation en 1987. Oh, c'était mieux avant! Alors du coup, qu'est-ce qu'une assurance vie? En gros, c'est une enveloppe fiscale qui permet à un épargnant de placer son argent afin de le faire fructifier. Avec des encours atteignant 1876 milliards d'euros à la fin de 2021, c'est l'enveloppe préférée des Français. Pour vous situer le produit, imaginez que c'est un peu entre le livret A et le PEA. Ni trop sécurisé, ni trop risqué. Contrairement au livret A et au PEA, le nombre de souscriptions d'assurance vie n'est pas limité. Néanmoins, si vous souhaitez ouvrir plusieurs assurances vie, veillez à le faire auprès d'assureurs différents, afin de diluer le risque en cas de faillite. Et d'ailleurs, en parlant de risque et de faillite, sachez que la plupart des assureurs assurent votre assurance vie jusqu'à 70 000 euros. Donc, si vous dépassez ce montant, vous auriez tout à gagner à aller ouvrir un autre contrat ailleurs. Diversification. Cet argent que vous aurez placé travaillera jusqu'à ce que vous le débloquiez. Si pour X ou Y raison, vous n'aviez pas débloqué l'argent avant votre décès, alors ce serait le bénéficiaire que vous auriez renseigné dans votre contrat qui toucherait, sans patate, l'argent. Si je parle de débloquer l'argent, c'est un terme générique. Et pourtant, je devrais éviter ce vocabulaire. En fait, dans le jargon de l'assurance vie, on dit effectuer un rachat. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix éviter la confusion de bloquer, débloquer l'argent. En fait, il y a une très grande partie de la population qui pense que l'argent placé sur une assurance vie est bloqué pendant 8 ans. C'est faux. En fait, cette notion de 8 ans, elle est liée à une règle de fiscalité,
Mais nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Du coup, comment est utilisé votre argent lorsque vous le placez dans une assurance vie? On parle alors de support et il en existe deux. D'abord, les fonds euros. Les fonds euros, c'est un peu le placement historique de l'assurance vie. C'est le garde-fou de cette enveloppe. En effet, bien que le rendement soit assez faible, on parle de 1 à 3% de rendement sur les dernières années. Oh, c'était mieux avant que j'avais dit. Celle-ci n'en demeure pas moins garantie. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que le fonds euro? La composition d'un fonds euro peut changer d'un assureur à l'autre. Mais dans la grande majorité, c'est composé d'obligations, souvent liées aux emprunts des États, et on parlera alors d'obligations souveraines, ou alors des obligations d'entités privées, donc des entreprises. Et en fait, c'est ce qui explique en partie le succès de l'assurance vie, puisque vous pouvez épargner à travers les fonds euros et avoir un rendement garanti supérieur au livret A. Enfin, presque. En effet, les prévisions pour les prochaines années montrent que le rendement des fonds euros devrait tourner entre 0,9 et 1,5%. En sachant que le livret A, lui, est défiscalisé. Donc, pas si rentable que ça. Le deuxième support utilisé, ce sont les unités de compte. En parallèle du fonds euro, l'assureur va proposer ce que l'on appelle des unités de compte. Ce sont des unités communes qui permettent d'investir dans des actifs différents. Ainsi, l'épargnant a la possibilité de mettre une partie de son épargne sur du fonds euro garanti et d'aller chercher un meilleur rendement avec des produits financiers grâce aux unités de compte. Grâce à ce système, il est donc permis d'investir dans des SICAV, des sociétés d'investissement à capital variable, des FCP, des fonds communs de placement, des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, ou même carrément dans des produits boursiers comme les ETF. Grâce à cette prise de risque, l'assuré peut donc aller chercher un meilleur rendement. Mais qui dit meilleur rendement dit aussi imposition plus sévère. Et ce sont ces unités de compte qui justifient, d'après l'État, une fiscalité plus serrée sur le rendement de l'épargne. En tout cas, à court terme. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, l'éducation financière et les investissements. Si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Merci. Parlons de fiscalité. Vous le savez certainement, depuis la loi finance de 2018, la flat tax a fait son apparition. L'assurance vie ne déroge pas à la règle et donc est soumise à cette flat tax. Néanmoins, il existe une petite particularité et la règle à retenir, c'est la règle des 8 ans. Si vous faites un rachat avant le 8e anniversaire de votre assurance vie, et que vous récupérez tout ou partie de votre épargne. Dans ce cas, va s'appliquer la flat tax à hauteur de 30% sur les plus-values générées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous aviez placé 10 000 € et que vous ayez obtenu un rendement de 3%, dans ce cas-là, votre assurance vie s'élèverait aujourd'hui à 10 300 €. Et vous paieriez donc 30% sur les 300 € de plus-value. 30% de 300 €, vous paieriez donc 90 € de flat tax. Ceci est le fonctionnement normal de l'assurance vie. Mais en fait, ça ne constitue aucun intérêt par rapport, par exemple, à un CTO si vous investissiez en bourse. Mais ça, vous le saviez parce que vous aviez déjà vu ma vidéo sur la bourse. Après les 8 ans, les règles changent. Accrochez vos ceintures. En fait, la fiscalité après les 8 ans évolue en fonction de certains critères. D'une manière générale, la fiscalité va passer de 30 à 24,7% des plus-values. Sauf dans deux cas particuliers. D'abord, les rachats en dessous de l'abattement annuel. En effet, grâce à l'assurance vie, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 € si vous êtes célibataire ou 9 200 € si vous êtes en... Ce qui veut dire que, une fois par an, vous allez pouvoir récupérer cette somme sans être taxé. Ah ouais? Non. Pas exactement. En fait, sur cet abattement, vous ne paierez que 17,2% d'imposition, ce qui correspond en fait aux prélèvements sociaux, mais vous ne paierez pas les impôts sur le revenu. Le second cas particulier, c'est en fait les rachats à hauteur d'une somme supérieure à 150 000 €, et dans ce cas-là, vous serez assujetti à la flat tax. Bande de riches. C'est bon? J'ai perdu personne? Détachez pas votre ceinture, j'ai pas fini. Il existe un autre cas particulier, c'est celui de la rente viagère.
Dans le cas particulier où le souscripteur souhaite bénéficier d'une rente viagère, dans ce cas, il va donner son argent à la banque qui va bénéficier de sa propriété pleine et entière. On parle alors, dans ce cas, d'aliénation de l'épargne. Attention toutefois, ce procédé est irréversible. Donner ses données, reprendre ses volets. Les deux parties vont alors devoir se mettre d'accord sur les modalités de la rente à verser. D'abord le montant, mais aussi la fréquence. Dans ce cas, la rente sera imposée à 17,2%, c'est-à-dire les prélèvements sociaux. En effet, vous ne paierez les prélèvements sociaux que sur une partie qui sera dégressive en fonction de votre âge. Donc concrètement, si vous avez négocié une rente mensuelle de 300 € à vos 50 ans, eh bien, vous payerez les 17,2% sur 70% de votre rente. Ce qui veut dire que votre rente s'élèvera à 263,88 € net d'impôt. Oui, je vous avais dit que c'était pas fini, hein. Maintenant, parlons des frais. Vous l'aurez compris, l'assurance vie, c'est un peu plus complexe que le livret A. Sans blague. Accrochez-vous encore un tout petit peu, parce qu'on arrive à la partie la plus critique de la vidéo. S'il y a une partie qui devrait vous intéresser, c'est bien celle-ci, parce que elle aura un impact direct sur le rendement de votre argent. Alors, si vous n'êtes pas prêt, ou si vous voulez faire une pause, arrêtez la vidéo, buvez un coup, et remettez sur play lorsque vous serez prêt. C'est bon. En fait, ce sont bien les frais que nous allons aborder dans cette partie qui vont avoir un impact direct sur le rendement de votre assurance. Les frais changeront d'intitulé d'un assureur à un autre. Mais en fait, il existe 3 grandes catégories de frais. En toute franchise, ce que je vous conseille, c'est d'effectuer une simulation afin de voir combien votre argent pourrait vous rapporter en fonction des frais qui seront prélevés par votre prestataire. Parce que vraiment, ça peut avoir un énorme impact. Même si les chiffres affichés sont tout petits, des fois en dessous d'1%, en dessous d'1% sur une certaine somme, sur une certaine période, vous pourriez perdre des dizaines de milliers d'euros. C'est bon? J'ai toute votre attention? En fait, il existe 3 grands types de frais. D'abord, il y a les frais de placement. Derrière les frais de placement, j'inclus différents types de frais. Il y a les frais de dépôt, c'est en fait une partie de l'argent que vous allez déposer qui sera prélevé par votre prestataire. Il y a aussi les frais de dossier qui seront prélevés aussi à l'ouverture par le prestataire. Et enfin, les frais de retrait, parce que oui, quand vous allez retirer vos sous, certains prestataires vont encore piocher dans la bourse. Ensuite, le deuxième type de frais, ce sont les frais d'arbitrage. Les frais d'arbitrage, en fait, ce sont des frais qui vous seront facturés lorsque vous déciderez de votre plein gré et de manière manuelle de déplacer l'attribution de votre argent d'un support à un autre ou d'un actif à un autre. Ainsi, si vous avez de l'argent sur le fonds euro et que vous voulez le déplacer en unité de compte, eh bien, il y aura des frais qui seront prélevés par le prestataire. Et enfin, les frais de gestion. Si vous décidez de ne pas gérer de manière active votre assurance vie, vous allez laisser le prestataire faire les opérations et en échange de ce service, il vous facturera des frais de gestion. Avez-vous déjà eu des mauvaises surprises avec les frais? Je suis très curieux de le savoir, alors si vous avez une expérience ou une histoire à partager, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Voilà, maintenant qu'on a vu ce qu'était une assurance vie et les différents points critiques qu'il faut surveiller lorsque vous allez souscrire votre contrat, eh bien, justement, quel type de contrats sont disponibles sur le marché? Ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est que seules les entreprises spécialisées relevant du code des assurances sont habilitées à souscrire des contrats d'assurance vie. Oui, des contrats d'assurance vie. Toutes les autres entités auprès desquelles vous pourriez souscrire un contrat d'assurance vie ne seraient en fait qu'un intermédiaire. Et parmi ces intermédiaires, on compte les conseillers en gestion de patrimoine, les banques, les fintechs, les courtiers, etc. Suivant votre interlocuteur, vous serez amené à choisir un type de contrat. Chaque type de contrat a des avantages et des inconvénients. Il vous faudra donc faire une petite étude pour savoir ce qui correspond le mieux à votre envie. Parmi les types de contrats disponibles sur le marché, il y a d'abord la gestion libre. La gestion libre, c'est un contrat où vous allez assurer l'ensemble des opérations pour modifier votre assurance vie. C'est là que vous serez amené à payer des frais d'arbitrage, puisque vous serez seul décisionnaire des arbitrages à mener
dans votre contrat. La gestion pilotée, ou aussi appelée gestion sous mandat, vous permettra d'avoir une gestion beaucoup plus passive, puisqu'en fait, vous allez déléguer les opérations à un professionnel ou un organisme. Ensuite, la gestion profilée. La gestion profilée ressemble un petit peu à la gestion pilotée dans le sens où c'est un organisme ou un professionnel qui effectuera les opérations à votre place. Sauf qu'ici, le mandaté ne fixera pas les critères de gestion de votre contrat d'assurance vie avec vous, mais suivant un profil qui se sera dégagé suite à un questionnaire auquel vous aurez répondu, ce qui va définir un certain nombre de critères pour votre épargne, notamment votre aversion au risque. La gestion à horizon. Dans ce type de contrat, la répartition de votre enveloppe sera effectuée en fonction de l'horizon auquel vous souhaitez bénéficier de votre épargne. Donc, en général, l'argent va être placé sur des placements à haut risque et donc à haut rendement au départ. Et plus l'on va se rapprocher de l'horizon de placement, plus l'argent va être déplacé vers du fonds euro qui, lui, sera garanti en capital afin de sécuriser le montant de votre enveloppe. Et enfin, pour finir, la gestion privée. La gestion privée ne s'adresse qu'à une infime partie des souscripteurs d'assurance vie. Enfin, pas moi. En fait, elle se destine à la gestion des très gros portefeuilles avec un conseiller dédié. Avec ou sans sucre, votre placement? Voilà, je pense avoir fait le tour dans les grandes lignes de ce qu'est l'assurance vie. Maintenant, la question est de savoir comment utiliser l'assurance vie dans la gestion de votre patrimoine. Comme je le disais en début de vidéo, considérez l'assurance vie comme un produit entre le livret A et le PEA. Et donc, si vous aviez déjà les deux, ce serait quand même dommage de ne pas avoir une assurance vie au milieu. En effet, cela vous permettra de diversifier vos placements avec des produits que vous ne pourriez pas mettre dans votre PEA, comme par exemple des SICAV, des FCP ou des SCPI. Mais pour que ce soit rentable, il faut bien entendu attendre les 8 ans. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre date, c'est-à-dire d'ouvrir votre contrat le plus vite possible afin de laisser courir les 8 premières années et de bénéficier de l'avantage fiscal dès que possible. Pour rebondir sur l'une de mes dernières vidéos où je traitais justement de l'épargne pour les enfants, que je vous mets juste là, et bien puisque vous pouvez ouvrir une assurance vie au nom de votre enfant à n'importe quel âge, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Il vous remerciera plus tard. Il existe plusieurs fintechs qui aujourd'hui proposent des contrats d'assurance vie extrêmement intéressants, notamment en gestion pilotée qui vous permettent d'ouvrir un contrat, de laisser dormir votre argent et d'avoir une gestion la plus passive possible. Si cela vous intéresse, je vous mettrai quelques liens dans la description afin que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'encore une fois, vous avez appris des choses en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et évidemment à partager autour de vous, que ce soit sur votre ordinateur ou par le bouche à oreille, parce que ça aide énormément le développement de la chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite, mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!